Le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, nous en avons tous entendu parler à des niveaux différents. En ce qui nous concerne, dans le cadre de notre PLUI, très récemment encore au niveau de la communauté de communes pour l'aménagement de zones d'activité, etc., sans pour autant en cerner vraiment les contours. C'est la raison pour laquelle je vais immédiatement passer la parole à M. Néraud, mais cette fois-ci en qualité de président du SCOT. M. Néraud, je vous laisse la parole. Si c'est bon. Bien, écoutez, bonsoir à tous. Donc merci de participer à l'une des deux réunions publiques que nous organisons en cette phase 3 de notre projet de SCOT. Enfin, j'y reviendrai dans un instant, sachant qu'il y a eu déjà des réunions qui ont été organisées lors des phases précédentes, qui étaient celles du diagnostic et du PADD, le projet d'aménagement et de développement durable. Et donc là, nous arrivons au stade du document d'orientation et d'objectifs, et donc nous avons jugé opportun aussi à ce stade d'organiser deux réunions. La première aujourd'hui à l'Isère, la seconde demain, mais qui sera rigoureusement la même, du moins dans son contenu, à Solten. Voilà. Donc d'abord, je remercie à la commune de l'Isère de bien vouloir accueillir cette réunion. Je vois qu'on est enregistré, c'est bien, comme ça fera pour les archives. C'est bien. Si ça marche bien. Non, vous savez. Parce que la salle est très sonore. Oui, pas de problème. Alors, j'ai le plaisir d'avoir avec moi mon collègue Gérard Rupati, collègue au conseil départemental, mais aussi collègue au syndicat du SCOT, puisqu'il est le vice-président en charge de l'urbanisme. Vous savez que l'urbanisme, dans le SCOT est lui-même un document d'urbanisme, donc la commission de l'urbanisme qu'il préside a eu un rôle tout particulier à jouer, évidemment. J'ai à mes côtés, alors en partant de la gauche, Kevin Guézou, qui est le directeur du syndicat du SCOT, et Quentin Macré, du bureau d'études Terre-Neuve, qui représente le bureau d'études qui suit depuis le début, et évidemment jusqu'à la fin, l'élaboration de notre SCOT. Alors, quelques mots rapides en introduction pour resituer les choses. Monsieur Lowe disait à juste titre qu'on entend parler du SCOT déjà depuis un certain temps. C'est pour la plupart d'entre vous une nouveauté, puisque le syndicat a été mis en place à la fin de l'année 2011 et on a eu une année 2012 qui était une année de mise en place, et on a véritablement commencé de travailler sur ce schéma en 2013. Donc ça fait 3 ans, et je vous dirai rapidement quelles sont les étapes à suivre. En tout état de cause, le schéma sera approuvé et en vigueur avant la fin de cette année. Il aura fallu, on va dire, environ 3 ans, avec d'innombrables réunions. Au début je les comptais, mais après j'ai renoncé, parce que entre les réunions avec chaque intercommunalité, les réunions publiques, les réunions avec les personnes publiques associées, plus les réunions internes au syndicat, réunions de commission, réunions de conseil syndical, je pense qu'on a dû dépasser le cap des 80 réunions. Je pense qu'au bout du compte, il en aura fallu une centaine pour arriver à ce document. Alors, ce SCOT, vous savez, schéma de cohérence territoriale, c'est un document d'urbanisme avec lequel les PLU et les PLUI, demain il n'y aura plus que des PLUI, doivent être compatibles. Donc c'est un document important, puisque, par définition, les documents d'urbanisme communaux et intercommunaux doivent être en cohérence avec ce schéma. Mais je dirais que c'est plus qu'un document d'urbanisme, même si juridiquement c'en est un, c'est en même temps, à bien des égards, un projet de territoire
dans la mesure où il définit un certain nombre d'orientations dans des domaines tels que le développement économique, l'urbanisme évidemment, au sens le plus large du terme, l'habitat, les déplacements et également tout ce qui concerne l'environnement. Donc, à la fois, c'est plus qu'un document d'urbanisme, mais il ne faut pas non plus imaginer à l'instant que le SCOT va régler tous les problèmes. Le SCOT, c'est quand même avant tout un document d'urbanisme, mais qui représente une vision du territoire à horizon 20 ans, on va dire. Mais par exemple, parce que je pense à certains sujets qui avaient été abordés dans le passé, c'est pas le SCOT qui va changer quelque chose, si vous voulez, à la politique de la SNCF en matière de desserte ferroviaire ou dans d'autres domaines. Mais c'est quand même un document d'une volonté des élus du territoire. Alors ce territoire, je vous rappelle que c'est, on va dire, celui du bassin de vie du Gâtinais, presque totalement et bientôt totalement. Le périmètre du SCOT recouvre l'agglomération montaroise et les intercommunalités rurales ou semi-rurales qui l'entourent. Donc, communauté de communes des Quatre Vallées, communauté de communes Belce-Écléry, communauté de communes de Châteaurenard, communauté de communes de Châtillon-Coligny, communauté de communes de Loris. Et le périmètre du SCOT va s'élargir à partir du 1er janvier 2017, dans la mesure où les 3 communautés de communes de Loris, de Châtillon-Coligny et de Bellegarde vont fusionner. Le Bellegardois va faire son entrée dans le périmètre du SCOT. Et il faudra réviser ce schéma. Heureusement, la loi nous laisse 2 ans pour le faire, parce que bon, à peine on aurait terminé l'élaboration qu'il faudrait déjà mettre en révision, donc ce ne sera pas le cas, mais on le fera dans un délai de 2 ans, et sachant que le Bellegardois ayant quand même à bien des égards des problématiques très voisines de celles des autres territoires, ça n'entraînera pas une mutation en profondeur de ce schéma, mais il faudra malgré tout l'adapter à cette entrée de Bellegarde et des communes qui composaient, qui composent encore actuellement la communauté de communes de Bellegarde. Alors, ce schéma s'est élaboré en différentes phases. Il y a eu d'abord un diagnostic, il y a eu ensuite l'élaboration du projet d'aménagement et de développement durable, ce qu'on appelle le PADD, qui est en fait le document politique, au sens noble du terme. C'est un document qui contient un certain nombre d'orientations, après devant être déclinées, je vais y venir, en prescriptions et recommandations. Alors, notre PADD, et c'est une grande satisfaction quand on sait la diversité de notre assemblée, de l'assemblée que constitue le conseil syndical, diversité géographique, diversité politique, ça a été une grande satisfaction puisque le PADD a été approuvé à l'unanimité par le conseil syndical et ça reflète l'état d'esprit très consensuel dans lequel ce SCOT est élaboré depuis l'origine. Alors, nous sommes maintenant, on va dire, dans la dernière ligne droite, puisque ce qui va vous être présenté principalement ce soir, c'est le document d'orientation et d'objectifs. On reviendra malgré tout un petit peu sur le PADD, puisque les deux sont liés, mais enfin, le but principal, c'est quand même de vous présenter dans les grandes lignes ce document d'orientation et d'objectifs. Une fois le cycle des réunions publiques et avec les personnes publiques associées terminé, ce schéma sera soumis à l'adoption, enfin pas ce schéma, ce document d'orientation et d'objectifs, non, mais l'ensemble du schéma, ce sera l'ensemble du schéma à ce moment-là, sera soumis à l'adoption du conseil syndical, donc ce sera au début du mois de juin, et puis après commencera une nouvelle phase, c'est un processus très long et très lourd, les personnes publiques associées ont 3 mois pour émettre un avis. Ça nous conduira en gros au mois de septembre. Au mois de septembre aura lieu l'enquête publique. Et puis, après l'enquête publique, le schéma sera adopté définitivement. Donc, en gros, ça nous conduit vers le mois d'octobre. Voilà. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'automne, nous aurons un SCOT qui sera opposable
Et donc voilà quel est le processus pour les mois à venir. On va procéder de la façon suivante. Je vais laisser la parole à Quentin Macré, qui va nous présenter donc, à la fois les grandes orientations du PADD et les principales recommandations et prescriptions qui sont contenues en l'état actuel des choses dans le document d'orientation et d'objectifs. Recommandations et prescriptions, parce qu'il y a les deux. Vous verrez, un schéma, enfin ce schéma, on ne l'a voulu ni trop contraignant, parce qu'on ne voulait pas, si vous voulez, que ce soit un carcan, mais c'est malgré tout un schéma prévu par la loi qui, quand même, contient des aspects normatifs. Parce que sinon, à la limite, on pourrait dire pourquoi vous avez passé autant de temps pour élaborer un document, si au bout du compte, il contient comme ça que des axes d'orientation, il y aura des mesures quand même prescriptives qui sont contenues dans ce document. Voilà, donc je vais passer la parole à Quentin Macré. Je pense que son intervention va s'articuler autour de plusieurs temps, il y a quand même plusieurs parties, voilà, autour des trois axes. Donc ce que je propose, c'est que si vous avez des questions, vous les posiez après chaque axe sans attendre la fin de la réunion. Voilà, en tout cas, donc merci encore à tous de l'intérêt que vous manifestez pour ce document qui est important pour l'avenir du Montargois. Et donc je passe la parole à Quentin Macré. Merci Monsieur Néraud pour cette introduction. J'ai passé les slides de l'introduction pendant que vous parliez, et je pense que je ne vais pas revenir dessus parce que vous avez finalement bien présenté les choses. Donc ce soir, je vais vous présenter pas seulement le document d'orientation et d'objectifs, mais finalement faire un retour sur l'ensemble du document, avec, vous le voyez, trois pièces constitutives, un diagnostic, on a défini des enjeux pour le territoire, un projet d'aménagement et de développement durable où les élus ont décidé d'objectifs pour répondre à ces enjeux, et puis un document d'orientation et d'objectifs qui, lui, décline chacun de ces objectifs en orientation, soit en prescription, soit en recommandation. Et ça, donc ça sera présenté dans la présentation de ce soir en orange, donc tout ce qui sera écrit en orange, ce sera le contenu prescriptif du document d'orientation et d'objectifs. Alors, tout d'abord un rappel sur les grands enjeux du diagnostic en quelques minutes. Donc le territoire présente vraiment un aspect avec des polarités très bien marquées, notamment autour de l'agglomération et de certaines polarités relais, ce qu'on appelle des pôles relais, et une organisation vraiment bien précise avec des densités de population et puis également des équipements qui répondent à cette organisation. Quand on regarde par contre les dynamiques en termes d'accueil démographique sur le territoire, on s'aperçoit qu'elles sont tout autres et que finalement les territoires qui disposent des meilleures capacités d'accueil ne sont pas ceux qui accueillent réellement la population. Au contraire, souvent les polarités, que ce soit l'agglomération, le cœur d'agglomération notamment, que ce soit les pôles relais, que ce soit également les centres-villages, si on regarde à une échelle plus communale, on ne le voit pas ici, ne sont pas les territoires qui accueillent la population. Et la population a plutôt tendance à se disperser. Alors il y a certaines tendances que l'on voit. L'accueil démographique est plus important sur le nord du territoire, le long de la vallée du Loing, mais de façon générale, la population a tendance à se disperser du cœur d'agglomération vers les autres territoires, des pôles relais vers les communes voisines, et puis du centre de la commune vers les espaces plus ruraux. Donc ça, c'est un des grands enjeux du territoire, et ça conduit à des difficultés en termes de logement, de déplacement, d'accès aux équipements, aux services de proximité, et ça fait partie vraiment des choses sur lesquelles le SCOT a choisi de travailler. Donc le but, les enjeux, c'est de conforter les capacités d'accueil du territoire. Les capacités d'accueil, qu'est-ce que c'est? C'est les emplois, les logements, l'accès aux services, aux équipements et au commerce de toute gamme. Essayer de recentrer et d'équilibrer cet accueil démographique dans le but de faciliter les déplacements, de limiter leur coût économique et énergétique et de conforter les polarités du territoire de sorte à ce que ces polarités puissent continuer à rester et continuer surtout à accueillir des équipements et des services offerts à la population.
Et également, un des grands enjeux du diagnostic, c'est de préserver la trame agro-environnementale, les paysages naturels, villageois et urbains, et puis surtout de maîtriser la consommation foncière d'espaces agricoles et naturels, qui avait vraiment explosé sur les 15 dernières années. Donc finalement, les trois axes s'articulent autour de ces trois grands enjeux, et on les retrouve à la fois dans le projet d'aménagement et de développement durable, et de façon parallèle dans le document d'orientation et d'objectifs. Alors c'est des objectifs dans le PADD, ce sont des orientations dans le DOO, mais ce sont les mêmes axes qui sont repris, et pour chaque axe, donc, on trouve à chaque fois une traduction opposable. Donc le premier, c'est de développer l'attractivité économique du territoire. Le deuxième axe, c'est d'avoir une politique d'accueil qualitative sur le territoire en termes d'habitat, en termes d'équipement. Et le troisième, c'est de préserver les trames naturelles et agricoles du territoire du Scott. Donc en préambule, dans le PADD et le DOO, il y a ce qu'on appelle l'armature territoriale. Donc on a défini, dans le cadre des travaux sur le SCOT, ce qu'on appelle l'armature territoriale du SCOT, qui s'appuie sur les fonctions des territoires et notamment leur capacité d'accueil. Donc on a regardé quelles étaient les capacités d'accueil de chacune des communes, de chacun des cœurs de village, des cœurs d'agglomération, des pôles relais. Et on a essayé de définir des groupes de communes à partir de plusieurs critères qui pouvaient être quantitatifs, qualitatifs, d'un travail de terrain, d'un travail de retour des élus, d'une large concertation, puisque ça a donné lieu à de nombreux ateliers de travail cette phase-là, dans les territoires, et puis les travails avec les élus du SCOT, et de s'appuyer également sur les perspectives de croissance qui s'appuient sur un scénario cohérent qui est celui de l'INSEE. Donc ça a donné lieu à la carte que je vais vous présenter dans un instant, mais qui a eu pas mal d'évolutions et de versions, avec 5 catégories de communes qui ont été définies. Le cœur d'agglomération, finalement, regroupe les 4 communes de Montargis, de Chalette, d'Amigny et de Villemandeur, 7 pôles relais sur le territoire, des territoires périurbains, des territoires ruraux sous pression démographique et des territoires ruraux. Donc pour aboutir à la cartographie suivante, qui est donc l'armature territoriale du SCOT, avec finalement des groupes assez homogènes, avec des caractéristiques comparables. Et le but, c'est comme je vous l'ai dit en introduction, de recentrer l'accueil démographique et de conforter les polarités du territoire à toutes les échelles, c'est-à-dire la polarité, quand on regarde à l'échelle générale du territoire, c'est le cœur d'agglomération bien évidemment. Les polarités des bassins de vie qui correspondent aujourd'hui aux communautés de communes, ce sont les pôles relais. Et puis les polarités également à l'échelle communale, les villages, les cœurs de groupe, sur toutes les communes. Donc le choix du recentrage et du rééquilibrage de l'armature territoriale a été fait très en amont, ce qui a permis vraiment de bien travailler le projet autour de cette armature territoriale. Donc on passe, si vous voulez bien, maintenant dans le vif du sujet, donc à l'axe 1, qui est de développer l'attractivité économique du territoire. Pourquoi avoir mis cet axe en premier? Tout simplement parce qu'un des constats du diagnostic, c'était de dire que sur le territoire, il y a vraiment un déficit très marqué entre le nombre d'actifs et le nombre d'emplois. Alors le déficit, il est en train de se résorber sur l'agglomération, on arrive presque à l'équilibre. Par contre, il est en train de s'aggraver sur les autres territoires. Et donc le but, c'était de mettre en avant, pour favoriser cette qualité d'accueil, vraiment de mettre en avant l'attractivité économique du territoire. Donc avec 3 chapitres ici dans cet axe. Fixer et développer les emplois sur le territoire, adapter l'armature commerciale au projet territorial, puisque le SCOT s'intéresse de façon très précise au commerce, vous le verrez dans un instant, et puis maintenir et développer une agriculture compétitive, vectrice d'attractivité territoriale. Alors, par rapport à l'emploi sur le territoire, ça c'est pas le domaine de prédilection du SCOT, mais on a quand même souhaité s'emparer de la chose. Donc certaines filières ont été repérées sur le territoire car elles génèrent des emplois qui sont non délocalisables et qui peuvent avoir un potentiel de développement. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, tout ce qui est marqué en noir, c'est plutôt ce qui relève du projet politique, ce sont les objectifs, et puis ce qui est en orange, à chaque fois, c'est la partie plus prescriptive, donc c'est ce qui correspond de façon synthétique, hein, c'est pas le verbatim de ce qui est écrit
en termes de prescription, et c'est ce qui correspond à la synthèse de ce qui est prescriptif dans le document. Donc pour l'agriculture, on va en parler dans un instant. Par rapport à l'économie qui est liée au vieillissement de la population, donc ça c'est quelque chose qui a été repéré dans le diagnostic, ça peut donner lieu à un accompagnement et un renforcement, notamment en termes de logement adapté, du programme territorial de santé de l'Agence régionale de santé, puisque c'est une filière qui peut se développer si on s'en donne les moyens et qui peut générer donc, des emplois non délocalisables sur le territoire. Donc ça a été repéré et il y a des prescriptions dans le document. Le tourisme également, c'est un secteur qui a été pointé avec des demandes de prise en compte de la qualité paysagère. Donc le SCOT s'intéresse à l'angle du tourisme surtout par rapport à l'angle de la qualité paysagère qui lui est une des compétences du SCOT. Et puis avec un encadrement qualitatif des possibilités de mutation des bâtiments agricoles. Parce qu'on s'est aperçu que c'était un enjeu important qui était géré pour l'instant par les PLU, mais le SCOT a souhaité s'en emparer pour encadrer un petit peu la tendance à une échelle intercommunale. Et ensuite, en termes d'artisanat et d'économie résidentielle, le SCOT a souhaité inverser un petit peu le regard par rapport aux politiques urbaines en mettant le principe de mixité urbaine comme une norme et non plus comme une exception, c'est-à-dire que les PLU devront envisager la mixité urbaine, c'est-à-dire le fait d'accueillir au sein d'une même zone à la fois de l'habitat, de l'artisanat, du commerce et pourquoi pas d'autres fonctions, comme le cas général, et de limiter à certains usages exclusifs, certaines zones, à des exceptions. Donc on a essayé un peu d'inverser le regard par rapport à cette notion de mixité urbaine. Ensuite, deuxième volet, là où le SCOT a des attentes législatives plus importantes, c'est celui de s'intéresser au foncier des zones d'activité. Donc on a choisi de hiérarchiser et d'organiser les surfaces dédiées aux activités économiques en 3 niveaux de zones d'activité. Un niveau supérieur qui correspond en gros à des grandes surfaces qui sont concentrées donc, à la fois sur l'agglomération et à proximité immédiate des autoroutes, à des zones mixtes qui correspondent en gros à des zones d'intérêt, des anciennes zones d'intérêt intercommunales qui sont portées par les EPCI, et puis les zones de proximité qui sont d'intérêt communal. On a défini des principes d'aménagement en termes de stationnement, d'accès et d'équipement de ces zones d'activité selon leur typologie, de sorte à bien encadrer leur développement et puis d'avoir une localisation préférentielle de ces zones d'activité. Ensuite, on a essayé d'encadrer la vocation des zones d'activité selon leur typologie. Dans un premier temps, de limiter l'habitat au strict nécessaire sur les zones d'activité, quelles qu'elles soient, et puis d'encadrer le commerce sur certaines zones, c'est-à-dire qu'on va encourager le commerce sur les zones de proximité et puis sur les zones qui sont situées dans un tissu urbain déjà constitué, et on va limiter, encadrer les développements du commerce sur les autres zones d'activité, c'est-à-dire que certaines auront une fonction, une vocation commerciale affichée, d'autres pas, et sur ces zones-là, le commerce sera proscrit. Et puis, le commerce, on verra tout à l'heure, il y aura d'autres orientations pour limiter le commerce, de sorte à ce qu'il se recentre sur les secteurs d'habitat. Par rapport aux zones d'activité toujours, donc sur ces 3 grands types de zones d'activité qui ont été définis, pour les zones structurantes, l'objectif c'est d'avoir des réserves foncières efficaces avec des critères d'équipement et d'accessibilité maximum. Donc là on s'appuie sur les travaux de la commission économique de l'agglomération. Pour les zones intermédiaires, le but c'est de pouvoir accueillir des activités qui ne peuvent pas s'installer en cœur de bourg, en cœur de village, donc qui génèrent des nuisances, qui consomment beaucoup d'espace, et de bien calibrer, de rationaliser les extensions ou les créations nouvelles en s'appuyant sur le schéma d'accueil des entreprises du pays gâtinais. Donc le but c'est d'éviter la dissémination de zones à moitié remplies, mais de bien conforter les zones existantes pour les rendre plus efficaces d'un point de vue financier et d'un point de vue économique également. Et enfin, pour les zones de proximité, donc leur définition, ça correspond à des zones, comme leur nom l'indique, qui sont dans un tissu urbain constitué, c'est d'encourager l'artisanat et le commerce avec des accès directs et en mode de déplacement, c'est-à-dire à pied ou en vélo, depuis le centre-bourg, le centre-village. Donc par rapport
à l'efficacité foncière des zones d'activité, puisque le but du SCOT, c'est vraiment de s'intéresser à la question foncière des zones d'activité, même s'il y a un volet qualitatif. On a essayé de définir des priorités d'implantation économique sur les zones d'activité. Donc c'est la liste que vous avez sous les yeux. La première priorité, mais ça n'est qu'une recommandation, parce que c'était difficile d'aller au-delà, c'est de favoriser le réinvestissement des friches. Ensuite, c'était de donner la priorité au remplissage des zones existantes. Donc il y a un taux de remplissage qui est demandé avant d'aller créer des extensions ou de nouvelles zones d'activité. Ensuite, de privilégier les extensions, quand c'est possible, aux créations nouvelles. Ensuite, d'aller sur lorsqu'on doit faire des créations de zones, d'aller sur des sites qui sont repérés dans le schéma d'accueil des entreprises destinées ou dans les projets de développement de l'agglomération de Tarboise. Et puis, au-delà, puisque le but du SCOT, c'était pas de brider l'économie, mais juste d'encadrer les possibilités de développement, de limiter les autres projets à des cas spécifiques avec une justification appropriée. Donc le but, c'était vraiment de bien encadrer le développement de l'économie en essayant de donner la priorité, voilà, ça va être le plus vertueux pour le territoire. C'est déjà de s'intéresser aux zones existantes où il y a déjà des disponibilités avant d'aller créer d'autres surfaces qui sont coûteuses et consommatrices d'espace et pas efficaces d'un point de vue économique. Par contre, un des choix des élus dès le départ, c'était de dire qu'on ne fixait pas de barrières quantitatives pour les développements de zones d'activité, ce qui se fait dans certains SCOT. Mais là, dès le début, les élus ont souhaité dire voilà, on donne plutôt des critères qualitatifs de priorité pour l'implantation. Par contre, il n'y aura pas de barrière en termes d'hectares maximum pour l'accueil d'entreprises sur le territoire, ce qui aurait pu être bien évidemment contre-productif. Mais ce qui se fait parfois sur certains territoires. Ensuite, le SCOT s'intéresse de près à la question du commerce. Donc là, sur ce chapitre-là, il y a plusieurs aspects qui correspondent à l'armature territoriale du territoire, puisque l'armature commerciale s'appuie bien évidemment sur l'armature du SCOT. Donc avec l'objectif de pérenniser l'attractivité du cœur d'agglomération, de conforter les pôles relais en termes de diversité d'offres, donc de services courants et puis également de services plus exceptionnels, et puis ensuite d'adapter les services marchands de proximité en veillant au maintien d'une offre de proximité locale et en développant si besoin des services alternatifs. Donc là également, le SCOT a défini ce qu'on appelle des principes de localisation préférentielle du commerce. Donc là, on a un schéma de principe qui reprend cette localisation préférentielle. Quelle est la localisation préférentielle? La localisation préférentielle, c'est d'aller d'abord sur des sites commerciaux de proximité, de centralité, c'est-à-dire qui sont une centralité au sein d'une enveloppe urbaine constituée. Ensuite, d'aller sur des sites qui sont repérés dans le SCOT, ce qu'on appelle des sites décentrés, c'est-à-dire des sites commerciaux qui sont déjà existants sur des zones d'activité au sein de l'enveloppe urbaine. Ensuite, aller éventuellement sur des sites qui sont décentrés, c'est-à-dire qui sont sur des zones d'activité sous forme d'îlots, mais qui sont repérés dans le SCOT. Et puis de limiter, voire de proscrire les développements de surfaces commerciales à l'extérieur de ces sites repérés et des tissus urbains déjà existants. Pourquoi avoir fait ce choix? On a l'impression là qu'on essaie de brider le commerce, c'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de le conforter sur ses polarités et notamment de conforter les commerces de proximité. On sait que si on laisse faire la dynamique naturelle, commerciale et économique, le commerce a plutôt tendance à s'installer sur les zones de flux qui génèrent le plus de fonctionnement économique. Les zones de flux, ce sont les accès en entrée de ville, les ronds-points, les zones où il y a du passage. On sait aussi que l'intérêt des habitants, c'est pas forcément d'avoir des commerces qui sont sur ces zones de passage, mais c'est d'avoir des commerces qui sont plutôt sur les zones habitées, les commerces de centre-bourg, de centre-village, les commerces du cœur d'agglomération, et de pérenniser les zones commerciales existantes. C'est pour ça qu'on a mis des restrictions, des contraintes sur certains espaces, notamment les espaces hors du tissu urbain constitué et hors de zones déjà existantes, essayer de limiter ces effets de nouveaux centres commerciaux au rond-point
qui finalement ne génèrent pas de nouveaux emplois et de nouvelles offres commerciales, mais délocalisent des offres existantes en centre-bourg, en centre-ville. Donc voilà un peu l'idée fondatrice de cette armature commerciale sur le territoire. Donc on encourage les installations sur les sites de centralité définis, on limite en termes de surface de plancher sur les sites décentrés qui sont définis dans le SCOT et au sein des tâches urbaines, et puis on interdit l'implantation des commerces en dehors des sites repérés et des tâches urbaines constituées. Donc voilà comment se décline le volet commercial du SCOT. Donc en plus de ce volet commercial, il y a un document qui est annexé au SCOT, qui s'appelle le document d'aménagement artisanal et commercial, le DAC, son acronyme, qui repère des sites commerciaux pour lesquels, pour chacun, il y a des orientations en matière de commerce, de vocation, de limite, de minimum en termes de surface de plancher commercial, de sorte à encadrer ces sites commerciaux. Il y en a 13 qui sont repérés sur les pôles relais, et il y en a 14 qui sont repérés sur le cœur d'agglomération. Donc ces sites sont repérés déjà dans le document d'orientation et d'objectifs. Ce sont des sites de localisation préférentielle du commerce, et en plus, il y a une annexe au SCOT qui précise pour chacun de ces sites la vocation de façon plus fine, et puis qui met des règles en termes de surface de plancher ou de vocation commerciale de ces secteurs. Donc voilà pour le volet commercial. Ensuite, troisième chapitre dans cet axe sur l'économie, la partie agricole. La partie agricole, on a choisi de la mettre là. Elle aurait pu aussi être dans la dernière partie avec la préservation des traces naturelles agricoles. Mais l'agriculture a une fonction de production importante sur le territoire, une fonction économique, et elle permet également, comme on l'a dit tout à l'heure, de fixer un certain nombre d'emplois sur le territoire. Elle permet également de participer à l'entretien des paysages, à la qualité paysagère du territoire. Donc c'est vraiment un pivot important du territoire. Donc les enjeux en matière agricole et les objectifs, le premier c'est de préserver le foncier à haute valeur productive. Donc là le SCOT demande au PLU de mener un diagnostic agricole précis, de sorte à repérer les meilleures terres agricoles et d'avoir une localisation préférentielle des développements urbains en dehors de ces secteurs agricoles lorsque c'est possible. C'est encadré de façon plus précise, ce que je vous détaille là dans le document d'orientation d'objectifs, mais l'idée est là. Et on est de plus en plus précis, plus on monte dans l'armature territoriale, si je peux parler ainsi, c'est-à-dire que dans les communes rurales, on est sur des règles plus souples. Par contre, sur les pôles relais, on va introduire des schémas de principe où on a repéré déjà les espaces agricoles qui sont plus intéressants et les zones potentielles d'extension urbaine. Et sur le corps d'agglomération, c'est encore plus précis, puisque c'est le PLI qui est actuellement en cours qui s'intéresse de façon plus précise à la chose. Ensuite, un objectif de maintenir la diversité des cultures et des paysages. Donc là, on a précisé dans le SCOT les possibilités pour le zonage A, c'est-à-dire le zonage agricole pour les PLU. Donc on a précisé tout ce qui devait rentrer dans le cadre de ce zonage et tout ce qui devait en être exclu, de sorte à avoir une vision homogène à l'ensemble du territoire sur tous les PLU, et pour bien maintenir la diversité des cultures et des paysages. On va même un petit peu plus loin, parce qu'on demande au PLU, on propose au PLU d'avoir deux types de zonage, un zonage agricole strict où on préserve vraiment la terre, où il n'y a pas de construction possible, et un zonage agricole où là on peut avoir des bâtiments à vocation agricole qui sont autorisés. Ensuite, le SCOT encourage le développement des filières à forte valeur ajoutée, comme les filières courtes, l'agrotourisme, les outils coopératifs, agro-industriels. Notamment, donc là, le SCOT encourage, sous condition, les gîtes à la ferme, et puis encadre, comme je le disais tout à l'heure, les possibilités de changement de destination de certains bâtiments agricoles qui peuvent être amenés à changer de destination, c'est-à-dire à devenir soit de l'habitat, soit des gîtes ou des bâtiments à vocation touristique. Et ensuite, il y avait un enjeu important sur le renouvellement des générations. Donc, pour répondre à cet enjeu-là, le but, déjà, c'est de préserver le foncier et surtout de donner de la lisibilité aux acteurs agricoles. Donc, c'est détaillé, encore une fois, dans le document, mais en quelques mots, les règles du SCOT visent à donner de la lisibilité à la fois aux agriculteurs implantés et surtout aux repreneurs,
à la fois sur les possibilités de reprise d'implantation, donc sur la vocation à long terme des terres agricoles, et sur les possibilités d'implantation de sièges sur les communes. Donc on demande au PLU de veiller à ce qu'il y ait des possibilités de reprise d'implantation sur les communes et de limiter les conflits d'usage entre les sièges et notamment les habitations de tiers. Voilà, donc on en a fini avec la présentation vraiment très synthétique de l'axe 1. Donc comme le proposait M. Niro, je vous laisse la parole si vous avez des remarques ou des questions par rapport à ce volet économique du SCOT. Monsieur. Oui, oui, j'ai une première question sur l'offre commerciale. J'ai vu assez rapidement le diagnostic. En particulier, il y a une carte sur l'offre commerciale qui rayonne bien au-delà du territoire. Mais il y a aussi les commerces qui sont juste en dehors du SCOT, qui rayonnent à l'intérieur du SCOT. Moi, j'habite au Binois-Mirabeau. Les gens du Binois-Mirabeau de Chevry, ils ne vont pas tellement inférieur, ils vont à Égreville, où en plus il y a un mouvement. Et surtout, il va y avoir l'ouverture de très grands hypermarchés au champ à Soules-sur-Loing, donc à 2 ou 3 km de la frontière. Donc comment ça va influer sur le SCOT? Parce que ça ne va pas être une influence sur l'opportunité d'Ordive et de Verrières. Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, c'est sur la mutation des bâtiments agricoles. Sachant que la concentration des exploitations est toujours en cours et ça ne va pas se terminer, comment dans la pratique, le contrôle, s'il y a un contrôle, va avoir lieu? Merci. Alors par rapport à l'offre commerciale sur le territoire, ça a été identifié, l'offre commerciale qui était au-delà des limites territoriales du SCOT, bien évidemment. Ça a été pris en compte et ça a été intégré dans le potentiel commercial sur le territoire, notamment la nouvelle zone commerciale à Soupe. Donc ça nous a permis de bien encadrer les possibilités de développement et de bien préciser les règles par rapport au commerce sur les sites commerciaux qui ont été identifiés. Sachant que, comme vous l'avez souligné, il y a un phénomène de rayonnement notamment des commerces du cœur d'agglomération au-delà des limites du SCOT, mais il y a aussi un phénomène de captation de certains achats d'actifs qui sont sur le territoire, et notamment parce qu'ils travaillent souvent à l'extérieur, qui font leurs achats à l'extérieur. Donc ça a été bien envisagé donc, par un cabinet spécialisé. D'ailleurs, je n'ai pas présenté l'équipe qui travaille avec nous sur ce SCOT. Donc ça a été pris en compte. Donc j'en profite du coup, avant de répondre à vos deuxième question, pour présenter les intervenants sur le SCOT. Donc, nous sommes un groupement de 5 bureaux d'études. Nous, Terre-Neuve, nous sommes les mandataires, nous sommes géographes urbanistes. Nous pilotons l'élaboration du SCOT. Nous intervenons avec le bureau d'études Pivadis qui s'intéresse justement au volet commercial, qui est basé à Orléans, et donc qui a intégré toutes les choses dont je parlais à l'instant. Il y a également le bureau d'études Impact et Environnement, qui s'intéresse au volet environnemental du territoire, qui est basé à Angers, un architecte urbaniste qui s'appelle Nicolas Le Butel, et puis un juriste, Laurent Bucrou, qui va travailler maintenant pour relire l'ensemble du document. Et puis, puisque vous avez abordé une question sur l'agriculture, il y a également en parallèle la Chambre d'agriculture qui a réalisé le diagnostic agricole du territoire et qui a accompagné, on va dire, en tant que personne publique associée, mais en étant vraiment très présent, l'élaboration de ce document, notamment dans le volet politique et puis dans la traduction réglementaire. Donc, par rapport à la question du changement de destination, en effet, c'est une question importante sur le territoire au vu des concentrations d'activités. Donc, j'essaie de retrouver la page pour vous détailler cette mesure.
évidemment, je ne trouve pas la page, mais par rapport au changement de destination, ce qu'il faut retenir, c'est que donc le SCOT encourage le changement de destination des bâtiments à vocation agricole lorsque il n'y a plus d'usage agricole ou lorsque ce changement de destination ne remet pas en cause les activités agricoles de façon générale sur le territoire. Il limite cette possibilité de changement de destination à des bâtiments qui présentent un intérêt architectural ou patrimonial. Ça c'est pour revenir à une ancienne disposition législative qui était en vigueur précédemment et qui a disparu depuis la loi Allure. Donc pour éviter qu'il y ait des effets d'aubaine ou qu'il y ait des bâtiments qui n'aient pas d'intérêt architectural qui puissent changer de destination, type hangar ou type construction basique qui puissent changer de destination. Il propose donc, il encourage le changement de destination à vocation touristique, c'est-à-dire pour le gîte à la ferme et autres. Par contre, il ne limite pas à cette seule vocation, c'est-à-dire que le changement de destination peut aussi être pour de l'habitat, notamment pour un exploitant agricole. Dans les limitations aux possibilités de changement de destination, le SCOT précise bien qu'il ne faut pas gréver les activités en place, les activités agricoles ou les activités potentielles, et ne pas générer de conflits d'usage à venir. C'est-à-dire qu'il y a deux cas de figure, soit on est dans le périmètre de réciprocité des 100 mètres autour d'un siège d'exploitation d'un bâtiment agricole, et dans ce cas, le changement de destination ne doit pas donner lieu à une habitation de tiers qui après viennent générer des conflits d'usage et de problèmes pour l'exploitant, même si dans un premier temps, si c'est une personne de la famille ou autre, ça se passe bien, et puis après c'est dans le temps que les problèmes se génèrent. Deuxième cas de figure, c'est déconnecter d'un siège d'exploitation ou d'un bâtiment agricole. Et là, donc, on s'intéresse plutôt à ne pas gréver les activités. C'est-à-dire, on a bien précisé que si c'est un bâtiment qui est en plein champ où il n'y a pas d'accès, il ne faut pas que ça vienne entraver les activités agricoles. Voilà. Donc voilà pour cette disposition sur le changement de destination qui a été vraiment encadré, sachant que ça sera au PLUI, au PLE ou PLUI. Ensuite, de le préciser plus finement et surtout de repérer des bâtiments qui, de par leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent avoir la possibilité de changer de destination. Voilà, le SCOT fixe des règles générales, un cadre, et après c'est au PLUI de préciser localement. S'il vous plaît. Vous parliez, non mais je parle fort. Vous parliez d'une agriculture, comment dirais-je, compétitive. C'est bien ça, mais elle est subventionnée en France. Qu'est-ce que vous entendez par là, une agriculture compétitive? On va signer un marché commun avec les États-Unis. Alors déjà, les agriculteurs ils crèvent la faim. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous avez l'intention de faire là-dessus sur une agriculture compétitive. Non, mais la bien, si vous voulez, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, je le dis tout de suite. Hein, le SCOT n'a pas pour ambition et n'a pas pour vocation, je dirais, d'établir la politique agricole. Hein. C'est pas l'objet. Je l'avais compris comme ça. C'est pas l'objet. Ouais. Simplement, ce qu'il faut, c'est faire la principale finalité, si vous voulez, s'il fallait résumer, parce que quelquefois, objectivement, c'est vrai qu'il y a des mots un peu. S'il fallait résumer les choses, on pourrait dire que l'objectif, si vous voulez, du SCOT dans le domaine agricole, c'est vraiment de limiter très sensiblement la consommation foncière, de façon à pouvoir maintenir des activités agricoles sur notre territoire. Vous voyez que ce ne soit pas de limiter l'urbanisation. On sait très bien comment s'est faite l'urbanisation tout au long des décennies précédentes, avec de moins en moins de terres agricoles. Vous savez, on dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit toujours que chaque année disparaît en terres agricoles l'équivalent d'un département français. Oui, tous les ans. Voilà. Tous les 10 ans. Tous les 10 ans, oui, parce que tous les ans, tous les 10 ans disparaît l'équivalent d'un département en terres agricoles. Donc, les lois ont été votées, les lois de Grenelle, et les SCOT, si vous voulez, s'inscrivent dans ce prolongement, visent à limiter désormais très fortement la consommation foncière. Donc c'est ça, en fait, maintenir une agriculture compétitive, c'est lui donner encore les moyens, en termes de surface, de pouvoir se développer. Se développer peut-être pas, mais au moins de survivre. En tout cas, voilà, les jeunes pouvoir se continuer à exister. À survivre. Voilà. Protéger la petite production. Vous parliez de l'environnement, du tourisme, vous
avez des projets sur tous les produits chimiques qui sont utilisés dans l'agriculture? Ça va continuer, ça va toujours être pareil, ça va être réduit? Ça, si vous voulez, là encore une fois, on n'est pas du tout dans le domaine du stock. Là, on est dans le domaine, si vous voulez, des normes, des lois spécifiques, environnementales, mais là, on est complètement en dehors, si vous voulez, des compétences. Bien, oui. Une question. À propos des terres agricoles, est-ce qu'ils sont définis comme des terres agricoles, des terres sur lesquelles on a constaté une activité agricole, ou est-ce qu'une terre qui a un statut de terre agricole mais qui n'a jamais fait l'objet d'une exploitation agricole peut l'être pardon, je parle. Bon, je répète ma question. Je voulais savoir quelle était la définition exacte de la terre agricole dans ce cadre-là. Est-ce que c'est une terre sur laquelle, qui est exploitée ou qui a fait l'objet d'une exploitation? Et qu'en est-il de celles qui ont un statut d'agricole mais qui n'ont jamais fait l'objet d'une exploitation agricole et ne le feront probablement jamais? Est-ce que c'est un aspect de la définition de terre agricole qui a été envisagé dans le SCOT ou dans d'autres définitions de préservation, en l'occurrence dans la préservation du foncier agricole? Alors, quand on dit préserver le foncier agricole, merci. On a pris en compte donc, tous les zonages agricoles, bien évidemment, ça c'est toutes les terres agricoles, et puis il y a aussi les terres potentiellement agricoles, c'est-à-dire, je m'explique, il y a des, par exemple dans certains PLU ou POS, encore plus des zones AU, qui n'ont jamais été urbanisées, qui ont encore un potentiel agricole, parfois qui sont encore en culture. Ces terrains-là sont encore considérés, sur le point de vue du SCOT, comme des terres agricoles. Voilà. Donc la définition elle est la plus large possible pour le potentiel agricole. Et est-ce qu'elle inclut la surface ou pas? C'est-à-dire? Est-ce qu'il y a un plafond supérieur et inférieur de surface? Alors, il y a... pour la définition d'une parcelle, c'est-à-dire non, là, on ne rentre pas dans ce niveau de détail, après, vous pouvez juste le préciser, mais il n'y a pas de limite non plus. Donc, même une terre qui est une grande creuse, il n'y a pas de limite dans la définition d'une terre agricole. Par contre, le SCOT s'intéresse aussi à l'aspect pratique et puis au-delà de l'aspect purement quantitatif des terres agricoles. Je prends le micro avec le fil. Au-delà de l'aspect purement quantitatif des terres agricoles, le SCOT s'intéresse aussi à la fois à la qualité des terres agricoles, la valeur intrinsèque des sols, l'équipement des terres agricoles, les facilités d'accès des terres agricoles. Il est évident que quand il y a une zone enseignement agricole qui a été morcelée, dont l'accès est difficile, et bien dans la localisation préférentielle des futurs développements urbains, on ira plutôt, enfin le SCOT encourage plutôt financer l'urbanisation sur ce secteur-là que d'aller consommer des terres agricoles nouvelles. Voilà. Ouais, c'est un peu le principe des dents creuses dans les centres-bourgs où il y a soi-disant des parcelles qui sont agricoles, mais qui n'ont jamais été exploitées, ou alors qui l'ont été mais il y a fort longtemps. Et ces parcelles-là sont non constructibles pour l'instant, mais peut-être le devenir du fait de pouvoir, à cause de ces morcellements éventuellement qui ont pu se faire. Oui, alors ça on l'abordera dans la deuxième partie, justement, voir quelles sont les possibilités de développement urbain. Et comme vous l'avez dit, oui, le SCOT encourage justement l'investissement des entreprises, bien évidemment. Bien, on passe à l'axe 2. Alors, axe 2, cette fois-ci, donc c'est peut-être le plus important du SCOT en termes de prescription, parce que c'est vraiment le domaine de prédilection du SCOT. Donc, la politique d'accueil qualitatif, donc à la fois pour le logement, les équipements et les déplacements. Donc d'abord quelques rappels du PADD, du projet d'aménagement et de développement durable. Le but c'est d'avoir une politique d'accueil plus que de quantité d'accueil, de qualité d'accueil plus que de quantité d'accueil, de permettre une croissance positive sur tous les territoires de leur nature territoriale et sur toutes les communes du SCOT, parce que ce n'était pas forcément le cas sur la dernière période,
de maîtriser la croissance démographique sur les communes rurales, et notamment celles qui sont sous pression foncière, et notamment celles sur le nord du territoire, de permettre un développement maîtrisé des communes périurbaines, qui également accueillent beaucoup plus en part de croissance que leur poids de population au sein du territoire, et de conforter les polarités, donc le cœur d'agglomération, les pôles relais, sur le territoire, pour essayer de renforcer les services offerts à la population. Donc là, vous avez un tableau qui récapitule à la fois la période précédente, le constat de la période précédente, et puis les objectifs du SCOT. Vous avez sur la première colonne les parts de population pour chacune des catégories du territoire. Sur la troisième colonne, la part de croissance. Vous voyez que le cœur d'agglomération, qui représentait 40% de la population du SCOT, accueillait 0% des populations nouvelles. Au contraire, les communes rurales sous pression, donc la quatrième catégorie, qui représentaient 13% de la population du territoire, accueillaient 29% des populations nouvelles. Donc vous voyez, c'est le phénomène de dispersion qu'il a exprimé. Et dans la quatrième colonne, vous avez les objectifs du SCOT en termes de répartition de la croissance démographique des nouvelles populations. Donc ça, c'est vraiment un des points centraux du SCOT, donc cette répartition de la croissance à venir sur le territoire. Donc le but, c'est de remettre une croissance positive sur le cœur d'agglomération, 20% des populations nouvelles, même si vous voyez que finalement le cœur d'agglomération continuera à perdre de son importance relative, puisqu'il pèse 40%. De mettre une croissance significative sur les pôles relais, donc 30% des populations nouvelles. De maîtriser l'accueil sur les communes périurbaines, donc 20% des populations nouvelles, mais les communes périurbaines vont entre guillemets continuer à grossir puisqu'elles pèsent aujourd'hui 13%. Et d'avoir sur les villages sous pression et les villages ruraux une convergence démographique pour ces deux catégories, en accueillant autant que leur poids respectif, c'est-à-dire ces deux catégories mises ensemble pèsent 30% des populations du SCOT. Le but, c'est qu'elles accueillent 30% des populations nouvelles. Donc sur les dernières colonnes, vous avez des populations supplémentaires associées sur la base du scénario de l'INSEE, qui n'est pas une prescription du SCOT, mais qui est plutôt un horizon indicatif, et puis les taux de croissance associés. Donc comme je le disais, quelques précisions par rapport à ça, qui est vraiment un des points importants du projet. Ce projet s'appuie sur le scénario de l'INSEE qui prévoit un ralentissement de la croissance, mais par contre il ne fixe pas de barrière en termes d'accueil démographique. Il fixe des règles en termes de répartition de l'accueil démographique. Donc, sur la base d'une enveloppe qui est estimée mais qui n'est pas prescriptive, on répartit les nouvelles populations comme je vous l'ai indiqué précédemment. Cet objectif est ensuite décliné par catégorie de communes et par communauté de communes, par EPCI, mais n'est pas prescriptif commune par commune, parce qu'on a remarqué qu'il y avait des cas, il y a toujours des exceptions, des diversités d'application sur le territoire, et donc ça sera applicable à l'échelle des EPCI actuels. De toute façon, ces objectifs, là, même si le SCOT se projette à 20 ans, à minima, le SCOT sera évalué dans 6 ans, et si besoin, révisé dans un délai identique. Et comme l'a dit M. Néraud, il y aura de toute façon une révision à venir avec le Belgardois, donc si on s'apercevait dans 2 ans qu'il y a eu des choses qui devaient être ajustées, ça sera l'occasion de le faire. Donc premier chapitre sur ce volet, sur cet axe 2, c'est d'avoir une évolution du parc de logement qui est plus conforme aux besoins des habitants. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, un des objectifs forts, c'est de favoriser la mixité urbaine, qui devient la norme et non plus l'exception. De favoriser l'implantation des nouveaux logements dans les polarités équipées. Donc j'ai bien précisé à toutes les échelles, parce que ça ne veut pas dire qu'on va mettre tous les nouveaux logements dans le corps d'agglomération et les pôles relais. Mais aussi, ça veut dire qu'on va mettre les nouveaux logements de façon préférentielle sur les polarités, c'est-à-dire le cœur du village ou le cœur des bourgs, voire certains hameaux, plutôt que de les disperser comme ça se faisait précédemment. Et ensuite, essayer de garantir les parcours résidentiels et d'assurer une diversité de l'offre de logement sur le territoire, parce que le diagnostic révélait quelques faiblesses sur les parcours résidentiels et la diversité de l'offre, qui avait plutôt tendance à diminuer. Donc là, le SCOT va demander au PLU
PMUI, de justifier leur production de logements, leur offre nouvelle, par rapport à des besoins qui sont constatés localement. Donc essayer d'ajuster la production de logement en termes de typologie de logement, de taille de logement, d'implantation des logements par rapport aux besoins constatés localement sur le territoire. Ensuite, un enjeu fort du SCOT, puisque là le SCOT, comme l'a dit M. Nero tout à l'heure, c'est d'avoir une maîtrise quantitative de la consommation des espaces agricoles et naturels. Ça va mieux maîtriser l'empreinte urbaine, c'est-à-dire de maîtriser la consommation foncière sur le territoire. Alors plusieurs pistes pour cela. D'abord lutter contre la vacance. Donc pour cela, les objectifs de production de logement du SCOT tablent sur une stabilisation de la vacance qui a plutôt tendance à augmenter sur les dernières années. Donc ça veut dire qu'on encourage fortement les communes à trouver des outils qu'elles ont à décliner par leurs soins pour lutter contre la vacance. Chaque logement réinvesti en plus des objectifs du SCOT sera, entre guillemets, gagné pour la commune, sera un bonus pour la commune, et au contraire, une augmentation de la vacance sera à déduire des objectifs productifs. Ensuite, encourager le renouvellement urbain. Donc là, les opérations de démolition-reconstruction peuvent mener à une augmentation de la densité sur une même emprise foncière. Et également, dans l'esprit, donc, on peut dédensifier certains secteurs, notamment des cœurs de bourg qui sont ultra denses, pour essayer de les rendre plus attractifs, tout en ne perdant pas le nombre de logements associés à la première densité. Ensuite, on essaie d'optimiser les enveloppes urbaines et villageoises déjà constituées, donc avec le recensement des dents creuses existantes. Donc là, le SCOT propose une méthode de recensement des dents creuses qui sera homogène sur le territoire, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, et demande de prendre en compte le potentiel qui a été recensé sur chacun des territoires dans la production de logements neufs, en impliquant un taux de rétention foncière, bien évidemment. Et en plus, sur les centralités, le SCOT demande de compléter ce recensement par une étude plus complète sur la densification des quartiers pavillonnaires, c'est le cas pour les communes périurbaines, les pôles relais et le cœur d'agglomération, et uniquement pour les pôles relais et le cœur d'agglomération, une étude complète de densification, donc qui inclut également les possibilités de renouvellement urbain ou de densification de certains quartiers déjà constitués. Également, il y a un volet très important dans le SCOT, c'est la maîtrise de la consommation foncière. Donc on a réalisé l'analyse de la consommation foncière en synthétisant, donc on a généré un tampon autour de chacun des bâtiments du territoire à 2 dates différentes, à 10 années d'intervalle, et on a pu observer sur ces 10 années la progression de l'enveloppe urbaine, de la tâche urbaine. C'est ce que vous avez donc en rouge. Vous avez donc en orange la tâche urbaine constituée, c'était en 2004, il me semble, 2005, et puis tout ce qui est en rouge, c'est ce qui a été urbanisé entre 2004 et 2013. Et en violet, ça correspond aux bâtiments à vocation économique. Donc le but, c'était de bien maîtriser la consommation foncière sur le territoire avec plusieurs distinctions concernant l'économie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de barrière quantitative pour l'économie. Par contre, on a une localisation préférentielle, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Pour toutes les autres sources de consommation foncière, donc notamment l'habitat, là on a une gestion quantitative par nouveau logement. C'est-à-dire qu'on a regardé sur la période récente quelle était la surface urbanisée par nouveau logement. Donc ça comprend le logement, la voirie, les commerces, équipements associés à chaque nouveau logement. Et on va essayer de réduire la consommation foncière par nouveau logement sur la période à venir. Il y a une exception à ça, c'est la production d'énergie renouvelable, là où on a sorti ça de l'analyse de la consommation foncière et on est sur des critères uniquement qualitatifs. Parce que ça peut être aussi très générateur de consommation foncière et ça pouvait un peu interférer sur la maîtrise de la consommation foncière de façon pas très vertueuse. Donc par rapport aux objectifs sur le logement qui sont vraiment sur le cœur du SCOT, les objectifs de réduction de la consommation foncière sont les suivants, donc, par catégorie. 30% sur le cœur d'agglomération, on va consommer par nouveau logement 30% d'espace en moins sur le cœur d'agglomération, 45% sur les pôles relais et les territoires périurbains, et 55%
sur les communes rurales. Au final, si on suit le scénario de l'INSEE d'accueil démographique, on devra avoir une consommation foncière pour le logement, tout confondu, qui va être divisée par 3. Cette division par 3 vient de 3 principaux postes. Le premier, c'est un tiers qui vient de la réduction des objectifs de maîtrise que je vous ai présenté là. Un tiers de la réduction vient également de la nouvelle répartition au sein de l'armature territoriale, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'on a décidé d'accueillir plus de population dans le cœur d'agglomération et dans les pôles relais. Et ce sont les espaces sur lesquels la consommation par nouveau logement est la plus maîtrisée. Par ce biais-là, on arrive également à avoir un effort considérable sur la maîtrise de la consommation foncière, et encore un tiers de la réduction vient tout simplement du ralentissement de la croissance qui est prévu par l'INSEE. Donc finalement, par nouveau logement, on est à une maîtrise de 50% de la consommation foncière sur le territoire. C'est finalement ce volet-là de maîtrise de la consommation foncière qui va tenir les objectifs que je vous ai présentés en matière d'accueil démographique et de production de logements. C'est-à-dire que chaque catégorie de communes, voire communes de façon indicative, auront finalement des enveloppes foncières, et au sein de ces enveloppes foncières, elles auront une marge de manœuvre plus importante pour accueillir finalement plus de logements et donc plus d'habitants, si également elles arrivent à réinvestir des logements vacants. Donc les limites seront plus en termes de consommation foncière, en termes de production de logements, en termes d'accueil d'habitants, de façon à avoir plus de fluidité et surtout d'avoir un effet incitatif sur des objectifs vertueux à atteindre. Donc par rapport à tous ces objectifs de production de logements, d'accueil d'habitants, de maîtrise de la consommation foncière, il y a une base programmatique qui est intégrée dans le DOO, qui se veut la plus claire possible, où on précise bien les choses en termes de maîtrise par catégorie de communes et d'objectifs indicatifs à la commune, de façon à ce que ce soit très clair pour l'élaboration des PLU, qui peuvent ensuite, eux, remoduler à l'intérieur des communes de même catégorie. Également, on s'intéresse à l'encadrement des futurs développements urbains. Donc, comme je vous disais, voilà, qu'il y a une localisation préférentielle également des extensions urbaines par rapport à la qualité des terres agricoles, par rapport à la morphologie existante. Donc il y a 3 niveaux ici. Dans le cœur d'agglomération, donc là c'est plus le PLUI en cours qui vient d'être lancé qui va gérer la chose, en s'intéressant donc aux zones potentielles d'extension urbaine. Dans les pôles relais, sont mis en place des schémas de principe pour chacun des pôles relais qui précisent les possibilités de développement urbain. Donc, il y aura des zones d'extension potentielles qui sont localisées. Alors malheureusement, c'est un travail qui est... Enfin, malheureusement, heureusement, c'est un travail qui se fait en large concertation. Et donc malheureusement, il n'est pas encore complètement abouti. Donc on n'est pas en mesure de vous présenter le résultat final. Mais il y a des pôles relais, donc ça fait depuis janvier qu'on travaille vraiment de façon très précise dessus, et nous-mêmes avant janvier. Donc il y a une large concertation. Donc il y a autour de chaque pôle relais des zones potentielles d'extension urbaine qui sont repérées, dans lesquelles les PLU peuvent aller piocher pour leur potentiel développement. Par contre, donc il y en a largement suffisamment pour les PLU, parfois de 2 fois ce qu'il faudrait pour accueillir la population. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent tout consommer, ça veut dire qu'ils doivent choisir parmi ces secteurs, et ça veut aussi dire qu'ils ne peuvent pas aller au-delà. Donc ça donne aussi de la lisibilité aux acteurs agricoles, qui peuvent savoir que sur certaines terres, il y a de la lisibilité sur le long terme. Il n'y a pas de risque de bascule vers des zones urbaines. Et pour les communes rurales, là on est parti sur la base de schémas de principe. Donc il y a 5 ou 6 schémas qui ont été définis selon des morphologies types, la commune concentrique, la commune linéaire, la commune éclatée, etc. Et on a défini des schémas de principe qui seront des recommandations pour les PLU, pour les extensions urbaines potentielles. Donc le but c'est de combler les cadrans creux, de limiter l'étirement urbain, etc., etc. Donc tout ça c'est précisé sous forme de schéma. Donc voilà pour cette partie consacrée au logement, qui est finalement le point le plus volumineux et le plus important du SCOT, puisque c'est le domaine de prédilection de ce document d'urbanisme. Ensuite, il y a un volet concernant l'armature de services et d'équipements. Donc là, on a plutôt travaillé sur ce qu'on
qu'on appelle une localisation préférentielle des équipements dans les centralités. Donc, comme tout à l'heure, c'est à toutes les échelles. On a défini des seuils qui se calent sur l'armature territoriale, avec une localisation préférentielle des équipements structurants dans le cœur d'agglomération, des équipements importants sur les pôles relais, et puis des équipements de proximité dans le tissu villageois déjà constitué, de sorte à avoir des équipements au plus près des habitants et au plus près des services de transport et de déplacement. Par rapport, il y a 2 volets spécifiques sur les équipements sur la desserte numérique. Donc là où on a essayé de demander une localisation préférentielle qui s'appuie sur le plan lycéo qui est élaboré à l'échelle départementale, de sorte à ce que le SCOT et ce plan-là soient bien concordants et qu'il n'y ait pas d'aberration d'un point de vue aménagement de l'espace. Et puis, par rapport aux équipements de santé, où là il y a un contrat local de santé qui est en cours d'élaboration, et d'essayer de renforcer, à la fois de permettre la mise en œuvre de ce contrat local de santé et de le renforcer avec une localisation préférentielle des pôles de santé, et puis le SCOT demande en plus d'avoir un habitat adapté à proximité immédiate, soit un habitat déjà existant, soit à prévoir, pour que les populations dans le besoin puissent s'installer à proximité de ces maisons de santé. Donc, dernier chapitre sur cet axe 2, les déplacements. La volonté du SCOT, c'est d'encourager les alternatives à la voiture individuelle. La voiture individuelle, c'est le mode de déplacement le plus utilisé sur le territoire et celui qui est le plus progressé sur la dernière période. C'est également un mode de déplacement qui est le plus coûteux et qui est le plus générateur d'inégalités, que ce soit des inégalités économiques, sociales. Donc le but du SCOT, c'est pas de dire on essaie de contraindre ou d'empêcher les déplacements ou les stationnements en voiture. Par contre, on essaie d'offrir des alternatives et des possibilités. En transport en commun, en mode de déplacement ou en intermodalité. Donc on demande au PLUI de prévoir un maillage complet en mode de déplacement, donc pour avoir une vision complète et pas seulement prévoir au cas par cas des petits bouts par-ci, des petits bouts par-là, mais d'avoir vraiment un lien sur les modes de déplacement à l'échelle d'une commune ou d'une intercommunalité. Et au niveau des PLU décentralités, donc cœur d'agglomération pôle relais, prévoir en outre une étude d'intermodalité pour mettre en lien les modes de déplacement, les transports en commun et la voiture individuelle. Également des objectifs par rapport à la desserte en transport en commun. Donc on privilégie la densification sur des secteurs desservis par les transports en commun, notamment les gares. Il y a des prescriptions particulières pour les gares du territoire. Et puis on facilite le stationnement pour les 2 roues. Et on essaie, donc pour les 2 roues bien évidemment à proximité des pôles qui génèrent des déplacements, c'est-à-dire les zones de densité, les zones d'équipement ou de transport en commun. Et on essaie de fluidifier et d'aérer le stationnement des voitures dans les centralités. Typiquement sur les places de village où il y a encore des commerces, essayer de mettre en place des zones bleues pour essayer de créer des stationnements décentrés pour essayer d'aérer, c'est-à-dire de permettre le stationnement pour le commerce et d'essayer d'aérer aussi visuellement ces espaces-là. Donc voilà ce que dit le SCOT par rapport au déplacement. Et donc ça boucle l'axe 2 sur la qualité d'accueil sur le territoire. Donc comme tout à l'heure, si vous avez des